Bonsoir, le jeudi 26 mai, jour férié. Pourtant, l'actualité ne manque pas au Fénois. Il est 19 h passé de 2 minutes, l'heure de son développement. Voici les titres donc de cette soirée. La houle s'invite en cette fin de mois. Aujourd'hui, plus sage, elle a néanmoins causé quelques dégâts sur les bateaux. Demain, elle prend de la force. Son programme des vagues de plus de 3 mètres. Les plaisanciers prennent des précautions. Et sur le littoral, le farniente était au sommet de ce jour férié et agréable. Un jour férié, malheureusement, avec son lot de drames et de larmes à Totira. Un jeune de 19 ans a perdu la vie dans les profondeurs. C'est une partie de pêche sous-marine qui a mal tourné hier soir. Ce matin, un Américain de 34 ans a été retrouvé mort. Recherché depuis hier, il aurait chuté lors d'une randonnée du côté de Moréa. Chaque année, 30 suicides en Polynésie et encore le chiffre pourrait être sous-estimé. Dans ce journal, une quadragénaire nous raconte son histoire, sa tentative d'en finir, sa manière désormais de se raccrocher à la vie. C'est bon d'avoir une oreille qui écoute et un cœur qui comprend. La politique, l'élection des députés, c'est le 4 juin. Les carnets de campagne s'ouvrent sur la page personnalité des candidats. Ce soir, Nicole Sanker, la députée sortante qui fait chemin à part du Tapura désormais. Elle tente sa réélection. Elle nous expliquera ses motivations. Et dans la deuxième circonscription également, un nouveau visage, Éric Zani. Ce sexagénaire représente l'Union pour la France, une certaine idée du souverainisme. Les explications tout à l'heure. Et ce soir, page invitée, un visage connu, reconnu, Jackie Briand. Son nom évoque l'engagement écologique, la culture. Le candidat part à nouveau devant les électeurs de la première circonscription. Sa profession de foi, les raisons de sa candidature seront soumises à la question. A tout à l'heure. Vous allez voir qu'on ne s'est pas ennuyé sur la Bahia Tahiti Nui EDT. Pour la première manche entre le Taonefa, il y a eu du suspense, une course palpitante où tout s'est joué dans un souffle. Le compte-rendu de la course à venir avec la découverte d'un vainqueur vraiment inattendu. Un voilier échoué, la forte houle de sud-ouest qui touche la Polynésie a causé quelques petits dégâts, notamment à Punaouia. Si aujourd'hui elle a retenu de sa force, cela risque d'être plus compliqué. Dès demain, des vagues de 3 mètres sont à l'horizon. Alors, il y a Jean qui sourit, en l'occurrence les surfeurs, et puis il y a Jean qui s'inquiète, les propriétaires de bateaux. Mérini Gamblin et Teva Ribley ont scruté aujourd'hui le littoral de Tahiti dans ce reportage. Bornes d'amarrage arrachées, réseau électrique coupé, mais pas de quoi s'alarmer. Les dégâts sont habituels en cette période. Entre avril et juin, chaque année, on a les gros coups de houle de sud-ouest qui arrivent et qui nous posent quelques problèmes. Heureusement, on a une bonne équipe qui est bien formée, qui réagit à fond et on n'a pas de gros dégâts pour l'instant. Mais il y a encore un coup de houle très important qui arrive ce week-end. La vigilance reste donc de rigueur. Il y a 2 jours, les cordes d'un voilier amarré dans le lagon de Punaouia ont rompu. À la limite, ça, tu le coules, tu vois, par 500 mètres de fond, il n'y a pas de courroie à détruire. Au contraire, ça va faire un espace de vie. Et maintenant, voilà l'image de ce qu'il en reste. Sur le récif, coulé, perdu corps et bien. Donc merci à tous, venez voir vos bateaux, qu'ils soient chez nous, qu'ils soient ailleurs, qu'ils soient sur des mouillages forains ou autres. Mais vous êtes responsables de votre bateau, nous sommes tous responsables de l'environnement. Venez vérifier vos amarres, vérifier vos bateaux. Merci à tous. De son côté, Damien a subi quelques désagréments. Heureusement, il repart demain et évite de justesse la nouvelle houle. C'était entre 20h et 23h, il y a eu énormément de houle, la mer revenait sur le quai, nous on a cassé 4 lignes. Pour protéger leurs biens, certains propriétaires optent pour le port à sec. Celui de Fareouté a accueilli 10 nouveaux clients en un mois. Il y a de la houle vers Punaouia, mais moi j'essaie d'intervenir aussi mes clients comme quoi faites attention en allant vers Punaouia, faites attention à la houle quoi. Mais bon, je dis restez plutôt au lagon. C'est moins risqué. On sort les jets, les bateaux et on va aller se balader un peu. On va aller aussi checker les vagues à taps, peut-être parce qu'en fait ça va grossir aussi. Hein. Et après on va aller au banc de sable, se mettre bien un peu quand même. Les Polynésiens ont bel et bien décidé de profiter du soleil en ce jour férié. À partir de demain, la houle de sud-ouest revient sur toute la Polynésie avec des vagues jusqu'à 4 mètres aux Marquises. Encore un drame en mer cette fois-ci. C'est la vie d'un garçon de 19 ans qui a été enlevé, une partie de chasse sous-marine qui a malheureusement mal tourné. C'était hier soir, peu avant 21 h du côté de Taoutira. Le jeune était accompagné par 2 copains. Ce sont les pêcheurs professionnels du secteur qui ont remonté le corps du malheureux. Il était à 35 mètres de profondeur. Le récit de Christopher, un des sauveteurs bénévoles, nous l'avons joint par téléphone ce matin. En fait, en allant à la pêche, on était 4. Sur le coup, là où ils sont pêchés, ils étaient 2 pêcheurs. D'après l'autre pêcheur qui était avec, il essayait de revenir. Je pense qu'il avait un gros poisson à la flèche. Et le pêcheur avait vu qu'il n'avait plus l'espoir de remonter. Après, du coup, on
On a essayé d'alerter, il y avait des pêcheurs aux alentours qui ont entendu qu'il s'est passé quelque chose, ils sont intervenus et ils ont été voir les pêcheurs professionnels chez nous là dans le Fénois Chéri, et connus aussi. Et quand ils sont venus, ils ont vu que le pêcheur il était trop au fond et ils n'arrivaient pas. Et pour avoir le corps, on a pêché. On a pêché avec un hameçon, ils ont essayé de faire le possible. On a pris quand même 1 heure et pour remonter le corps. Une triste nouvelle également pour une touriste américaine. Son mari a été retrouvé décédé ce matin à Moorea. Il avait 34 ans. L'épouse était dans l'angoisse depuis hier après-midi. Son mari n'était pas revenu d'une randonnée sur le mont Rotui. Les recherches ont donc débuté immédiatement avec notamment l'hélicoptère. Le jeune homme aurait été victime d'une chute lors de sa promenade. Une inconséquence, un délit qui aurait pu avoir de tragiques conséquences. Ce matin à 8h au niveau du lycée hôtelier, une conductrice a foncé sur les forces de l'ordre. Cette quinquagénaire pensait à un contrôle routier. C'était un accident de la route, alors elle a accéléré. Un gendarme a dû sortir son arme. Malgré tout, elle est passée, mais elle a été rattrapée un peu plus loin. Elle devra répondre de sa conduite devant le tribunal de Papeete. La cour d'assises a donné son verdict hier dans l'affaire d'homicide où un quinquagénaire de Moorea a perdu la vie. Le coupable, un jeune homme qui a seulement 21 ans, a écopé de 12 ans de réclusion. La protection fonctionnelle accordée à Oscar Temaru par son conseil municipal dans le cadre de l'affaire dite Radio Tefana refait parler d'elle. Le maire de Faha ainsi que son premier adjoint ont été placés en garde à vue pendant 6 heures ce mardi 24 mai. Cette mesure coercitive a été demandée par le parquet de Paris qui dirige désormais cette enquête. Le leader indépendantiste s'étonne de la date choisie et à travers la voix de son avocat estime n'avoir seulement qu'à appliquer la loi. L'analyse de maître Thibault Millet au micro de Jacques Damour. Consulté, je pense, le meilleur spécialiste de la question à Paris, qui est venu confirmer dans une note du 7 mai 2022, c'est maître Bernard Cazin, qu'effectivement, la commune de Faha non seulement pouvait prendre en charge les frais de défense d'Oscar Temaru, mais surtout en avait l'obligation légale. Tout simplement parce que quand il a pris la décision, en tout cas d'exécuter une décision du conseil municipal qui consistait à financer chaque année Radio Tefana, à verser une subvention, eh bien, ce fait-là relevait de ses fonctions, tout simplement. Sujet société. En Polynésie, 80% des personnes qui se suicident ont moins de 30 ans. Le sentiment d'un tunnel sans lumière au bout, l'idée d'une vie sans horizon qui a envahi l'état de conscience. L'humain est donc très complexe. L'écoute des aidants, de ceux qui aiment, est une clé pour éviter l'acte et aussi pour réparer l'âme après la tentative de suicide. Parler, c'est respirer. Le témoignage de Taina, c'est une quadragénaire qui a tenté à ses jours. Un reportage signé Emile Sechong, Juan Potourou et Jacques Damour. Je me suis dit, écoute, pourquoi tu es là? Vu que tout ce que tu fais, tu as l'impression que ça aboutit pas. Elle n'en peut plus, Taina. Et devant elle, un trou noir, une fatigue morale et physique. Elle a vécu la journée la plus difficile de sa vie. C'était il y a 2 ans. Une journée marquée par sa tentative d'en finir avec la vie. Je me suis dit, je vais partir. Mais pas partir voyager. Partir pour en finir. Et je me suis dirigée vers la cuisine. Puis j'ai pris un couteau. À 48 ans, Taina n'en est pas à sa première tentative. Son geste malheureux a été stoppé grâce à sa prise de conscience. Sur le coin de son lit, elle compose le numéro de l'association SOS Suicide. Allô? Peut t'aider? Je parle pas. Elle fait, ça va pas? Tu veux parler? Et là, quand elle m'a dit ça, je dis oui. Je réalise que j'ai besoin d'aide. Un aidant de l'association est en route pour l'écouter, l'épauler, quand son fils la découvre, au plus mal. Au moment où j'allais vraiment faire le geste fort, j'ai vu mon fils arriver auprès de moi. Pas en criant, maman, qu'est-ce que tu es en train de faire ou quoi. Auprès de moi, m'a tenue et m'a dit, maman, ça va pas. J'ai dit, non chérie, ça va pas. Ok, je vais rester avec toi. J'ai été impressionnée. Pas un jugement, pas un hurlement, pas une critique de la part de mon fils, quoi. Depuis ce jour, Taina est suivie par l'association. Elle a même noué des liens forts avec les aidants. Des aidants qui sont aussi pères ou mères de famille et qui se déplacent partout au Fénois, à l'image de John, qui est à l'écoute depuis 6 ans. La première des choses à faire, c'est d'écouter, parce qu'il a beaucoup à parler, d'écouter.
Et parmi ce qu'il lui dit, tu as des mots qui viennent après. Des mots-clés, moi je dis. Des mots-clés. Ce qui veut dire qu'il y a eu à un moment donné des traumatismes. À partir de là, tu commences à travailler là-dessus. Parce que la personne qui est en phase de suicide, tout ça, comme je dis, il est dans une chambre noire, il ne voit plus rien, il n'a que ça comme solution. Alors qu'au fond de lui, il a ses solutions à lui. Le suicide touche toutes les catégories socio-professionnelles et tous les âges. Depuis janvier, l'association comptabilise une centaine d'appels à l'aide, un chiffre qui reste stable, hélas, en Polynésie. À noter que depuis une semaine, une formation est proposée dans les jardins de la mairie de Pirée aux personnes aidantes et tous ceux qui sont habités par l'idée de suicide, tous ceux et ceux qui viennent aider les personnes concernées donc par ce phénomène très important. Leçon de choses pour une délégation composée de personnes venues de Wallis, de Nouméa ou encore de l'Union européenne. L'objectif, montrer le savoir-faire en matière d'agriculture saine, dont Raiatea est souvent le symbole. Le maître des séances fut bien sûr Thomas Moutane. Les visiteurs ont vu nombre de réalisations heureuses. Parmi celles-ci, une exploitation 100% bio, un broyeur et plus encore des exemples peut-être à reproduire chez eux. Les réactions au micro de notre correspondant Julien Vesco. Donc c'était le but de mon projet. Moi, quand j'ai candidaté à Protège, c'était de créer un projet, une ferme de démonstration pour inciter les gens et leur dire, voilà, pour créer une ferme, il ne faut pas avoir 10 hectares et 10 salariés. On peut le faire tout seul. L'objectif, c'est d'accompagner les territoires pour les rendre plus résilients face au changement climatique, donc en s'appuyant sur les ressources locales, la biodiversité locale et la protection de cet environnement. Et le cœur de ce journal maintenant, c'est la partie législative. Voici le jingle. Vous le savez, les élections pour les députés, c'est dans 9 jours, le 4 juin. Les citoyens sont appelés aux urnes. Dans les atolls les plus isolés du territoire, la propagande officielle arrive par les airs, bulletins de vote, profession de foi. La soute s'ouvre, si l'on veut, une image et tout le nécessaire à l'expression civique est largué. Les explications avec la directrice de la réglementation au commissariat, Magdi Vakaro. L'aérolargage, en fait, c'est organisé avec les FAPF, les forces armées, qui utilisent le Falcon Guardian pour larguer la propagande et les bulletins de vote sur 3 îles de Polynésie, Rapa, Tematangui et Ere-Eretue. Les bulletins, ça représente un peu plus de 1000, puisqu'on envoie les bulletins pour les bureaux de vote et aussi dans les enveloppes adressées aux électeurs, donc un bulletin de vote et une profession de foi pour chaque électeur. Au-delà du financement public, dont les élections législatives sont la base de calcul, ce rendez-vous électoral est aussi un moyen d'expression pour les courants politiques les plus divers. Ici, l'alliance entre le candidat Dupont-Aignan et Florent Philippot sera présente. Le candidat local s'appelle Éric Zani. La souveraineté de la nation et le référendum sont les 2 axes majeurs de l'actuelle campagne menée par celui-ci. Les images sont signées par Patita Savea. Le tractage, une première pour Éric Zani. Ce contrôleur aérien à la retraite ose une première candidature. Plus encore, c'est la première fois que ce sexagénaire décide d'adhérer à un mouvement politique, celui des Patriotes, animé par Florian Philippot, où le souverainisme et le Frexit prennent une bonne place. Mais la crise Covid signa son engagement. Je me suis rapproché de Florian Philippot parce que je trouve que c'est le seul homme politique qui a vraiment défendu la population contre ce qui se passait. Et donc du coup, j'ai décidé pour la première fois de ma vie d'adhérer à un parti politique et maintenant de me lancer dans la vie politique en me présentant à la députation. Le regard d'Éric Zani sur l'histoire politique n'est pas monolithique. À l'image de cette génération de baby-boomers, les grands visages de la République ont nourri sa manière de voir. Le premier, De Gaulle, représentait la France dans toute sa grandeur, mais dans la coopération européenne, mais détachée de l'OTAN. Giscard a représenté une période faste de la France, économiquement et humainement. Et Mitterrand a représenté pour beaucoup de gens un énorme espoir, jusqu'à ce qu'il trahisse. Ce qui fut vrai hier ne le serait pas aujourd'hui. Pour le candidat, la citoyenneté doit être vivifiée. Le cœur de son programme, le référendum. La souveraineté localement, ça serait que pour le peuple polynésien, décide au maximum pour lui, à travers ce que nous, on a mis dans notre charte dès le début, c'est-à-dire un référendum d'initiative citoyenne ou populaire, après tu appelles comme on veut. Alors en métropole, ce serait 500 000 signatures pour le déclencher. Il est évident qu'en Polynésie, on réadapterait au volume de la population.
Éric Zani mène une campagne en retenue. La marque des Patriotes est peu connue aux Fénois. Un frein peut-être aux grandes ambitions, mais le candidat souverainiste est convaincu de la justesse de ses analyses. On peut les accrocher par des mots simples, faciles à comprendre et qui marquent. Je pense que c'est la base. Liberté et démocratie, ça cause. Je connais peu de gens à qui liberté et démocratie ne parlent pas. Enfin, à part certains peut-être tyrans, mais liberté et démocratie, ça parle à tout le monde. Dans le fond, une candidature de témoignage pour donner à débattre de la société démocratique telle qu'elle va. Eh bien, sur cette circonscription, 10 candidats sont présents. On va regarder les noms. Ils vont s'afficher sur l'écran. Des noms connus, d'autres un peu plus novices. Retrouvez tout ceci sur nos réseaux sociaux, notre site internet, notamment le débat d'hier soir avec les 10 postulants. Débat disponible donc sur les réseaux sociaux et l'internet de Polynésie, la première. Notez bien donc les noms des candidats. Invité maintenant dans ce journal, Jackie Briand, bonjour. Yorana. Vous êtes de l'autre côté, vous êtes sur la première circonscription. Bon, la couleur nous dit également où vous êtes au niveau du positionnement politique, l'écologie. Alors, est-ce que c'est un thème qui, ici, est facile à porter? Parce que le résultat de M. Jadot a été un petit peu décevant, ça a été 3,57. C'est facile de porter le thème de l'écologie ici au Fénois? Non, c'est jamais simple de se lancer dans une bataille électorale. Et quand vous vous engagez en politique, c'est pas pour gagner la première fois que vous mettez le pied dedans. Vous construisez un cheminement, vous construisez un choix de société, vous construisez une alternative. Et au bout du compte, chaque élection apporte un élément supplémentaire à la construction. Il faut donner du sens, il faut donner une vision. Et le nombre de candidats dont tu faisais allusion tout à l'heure, beaucoup sont là pour témoigner, et ton reportage le dit très bien. D'autres sont là pour se positionner pour les territoriales. Nous sommes dans une continuité de la réflexion qu'aujourd'hui, l'écologie doit être centrale au développement. Et Jackie Briand est là pour gagner maintenant? Toutefois, depuis qu'on s'est engagé, on a toujours comme objectif de gagner. On est réaliste. On sait que c'est difficile, c'est compliqué. Mais si vous partez avec le désespoir ou du pessimisme, il ne faut pas aller en politique. Le réchauffement climatique, c'est une réalité importante. Les prévisions, notamment de la montée des eaux, on parle d'1 mètre à la fin de ce siècle, sont des éléments de préoccupation majeurs. Est-ce qu'il y a un écho ici civique par rapport à tout ça, ou est-ce que vous avez le sentiment de prêcher un peu dans les airs? Vous rentrez des marquises, est-ce qu'on vous entend? Il y a deux choses qu'il faut absolument distinguer dans cette opération. La première, c'est qu'on a l'impression que le reste du monde existe sans nous. Et à l'inverse, que nous serions, nous, dans ce monde qui existe, dans une espèce de coquille, dans une espèce de poche pour lesquelles nous sommes exclus de toutes les difficultés. Ce discours-là, nous l'avons déjà martelé, nous continuons à le marteler. Ce qui est pour nous extrêmement important dans le cadre de cette élection, c'est qu'avec les Verts, Europe Écologie et l'Alliance Nouvelle qui existe en France, le NUP, c'est que nous puissions, dans ce cadre bien précis, signer avec le premier ou la première ministre, nous espérons que ce sera quelqu'un de gauche, les accords de Tritinoi. Il nous faut un cadre dans lequel on s'y retrouve. Et dans ce cadre dans lequel on s'y retrouve, la problématique, et pour répondre à ta question avec précision, le réchauffement climatique est entraîné par la production de gaz à effet de serre qui lui-même est issu du fossile. Et donc, mettre à l'intérieur du projet que nous souhaitons pour la Polynésie, c'est l'énergie thermique des mers, qui ne dégage aucun effet. Et la seconde chose, c'est qu'à partir d'une énergie renouvelable, on peut produire de l'hydrogène pour nous permettre de nous transporter. Donc c'est vraiment une alternative et non pas une alternance. Ça veut dire par exemple la Chine qui émet le plus de CO2 au monde, ça veut dire, vous dites aux citoyens de Polynésie, n'achetez plus en Chine alors. Si nous sommes en capacité de proposer, parce qu'on a rencontré la semaine dernière un certain nombre d'investisseurs qui nous disent aujourd'hui ils sont en capacité de proposer un projet au pays qui recherche et développement au bout de 5 ans pour l'énergie thermique des mers. Si nous sommes en capacité de le faire, à ce moment-là, le choix de ne plus aller chercher en Chine ou ailleurs nous permettra de justifier que nous sommes en capacité de répondre. Il ne s'agit pas de ramener les gens vivre avec ce que quelques-uns disaient autrefois, la bougie et tout. Le problème, il n'est pas là. Enfin, ce discours, il est terminé. C'est de faire une proposition. L'énergie thermique des mers a la possibilité d'être une énergie propre, renouvelable, qui nous permet de produire l'hydrogène capable de permettre la circulation. Jackie Briand, qu'est-ce que vous dites aux citoyens que vous rencontrez? Vous dites, moi, ma candidature est cohérente et d'autres candidatures ne sont pas cohérentes. Comment vous expliquez ça, justement? Comment vous pouvez faire valoir cet argument auprès des électeurs? Puisqu'on sait que c'est votre cible. Oui. Dans le reportage, Henri Autredi tout à l'heure, vous avez des personnalités qui se présentent. Ils étaient orange, ensuite ils sont passés rouges et ensuite ils sont devenus verts. Vous pouvez m'expliquer?
Si vous arrivez à expliquer, alors effectivement, la Polynésie aurait un fonctionnement qui n'a rien à voir avec le fonctionnement où ce sont les idées, les choix de société, les alternances. Nous sommes verts depuis 25 ans. Certainement, nous allons terminer verts dans encore 25 ans si d'aventure le temps nous permettrait de continuer à nous battre. Merci beaucoup, Jackie Briand, pour remercie. cette analyse. Bonne soirée. On va regarder les candidats qui vous accompagnent dans cette compétition électorale sur la première circonscription. Vous êtes 9, les noms s'affichent à l'écran, vous les voyez. Donc des hommes et des femmes qui seront donc invités mercredi soir, 19h30, pour un débat en direct sur la première, et ce, dans les 2 langues. Vous y serez évidemment Jackie Briand, je suppose. Voilà, et on vous rappelle que Marina Stage ne se représente pas. Elle a décidé de ne pas repartir à l'Assemblée nationale. C'est un visage connu de la vie politique locale. Nicole Sanquer, l'actuelle députée qui fut ministre, a pris sa liberté sans taire publiquement ses oppositions de fond avec le gouvernement du Tapoura. Au-delà de la défense de son mandat concédé par les électeurs de cette seconde circonscription, elle plaide pour une vie démocratique avec plus d'oxygène, limitation des mandats dans le temps et réduction des élus à l'Assemblée de Polynésie. Une campagne en liberté décryptée par notre collègue Marouki Duri. Elle est entrée en politique sur la pointe des pieds. En 2013, dans les rangs du Tahuira Huiratira, Nicole Sanquer est élue représentante à l'Assemblée de Polynésie. Peu à peu, elle se familiarise avec les institutions et la politique et devient même en 2014 conseillère municipale de Mahina, la commune d'origine de sa famille. Ça fait plaisir de vous voir ce soir, d'être aussi nombreux. Il y en a encore qui arrivent. Après avoir été ministre de l'Éducation pendant 3 ans, Nicole Sanquer est élue députée de la 2e circonscription de Polynésie française à l'issue des législatives de 2017. Mais depuis fin 2019, son parcours politique prend un autre chemin. Elle quitte le groupe de la majorité à l'Assemblée pour des désaccords. Le divorce avec le Tapoura Huiratira est consommé quelques mois plus tard. Pas de quoi la ralentir dans son travail parlementaire. En parallèle, elle crée son propre parti politique. Ça me permet aujourd'hui d'affirmer qu'on n'est pas obligé d'appartenir à la majorité pour voir certains dossiers avancer. Le challenge désormais pour Nicole Sanquer est de se faire réélire au Palais Bourbon sans le soutien d'une majorité. Elle ne part pas avec la faveur des pronostics, mais comme principal argument, elle estime que son bilan de députée est bon. Je suis assez satisfaite finalement du bilan que j'ai pu tirer de ces 5 années, même si je regrette que la gestion de la crise sanitaire ait un peu ralenti les travaux de l'Assemblée nationale. Aux côtés de Nui Haulore et de Félix Tokorangi, la députée sortante veut rompre avec les anciennes méthodes, le clientélisme notamment. À travers ce scrutin, elle espère contester la suprématie de son ancien parti politique. Et vous le savez, la radio tous les matins, on décrypte ces élections. Les invités café d'Ibrahim Ahmedazi, Carlos Natua. Nos 2 collègues interrogent les candidats demain matin dès 7h. 2 candidats, ils viennent de la 3e circonscription, en l'occurrence John Tefan et Gilles Ouatta, un collègue de notre précédent invité, en l'occurrence Monsieur Briand. C'est ainsi que s'achève notre rubrique spécifique législative. Religion après Pâques a exactement 40 jours. L'Ascension est une date importante du calendrier chrétien. Dieu fait homme retourne auprès du Père, comme on dit dans les Écritures. Les fidèles sont nombreux pour célébrer cette date dans les églises de Polynésie. Un moment de foi et de partage qui nourrit cette vertu si rare que l'on appelle l'espérance, vertu théologale. Le Père Auguste répond à Taïva Ribé ce matin. La fête de l'Ascension marque un tournant dans la vie des apôtres. Ils étaient habitués à vivre presque fusionnellement avec la présence de Jésus. Et la fête de l'Ascension célèbre son élévation vers son Père, qui, à vrai dire, il a toujours été, même avec la résurrection. Mais la fête de l'Ascension est surtout une fête d'une nouvelle présence. Et cette nouvelle présence, c'est l'Esprit Saint qui est envoyé sur les apôtres et dans le monde et en Église d'une manière officielle. Et du sport, à Ariatea, pour la 2e journée de la Tahiti Pearl Regatta, ils étaient 43 voiliers sur la ligne de départ. Au programme de la journée, 2 courses, une dans le lagon et l'autre à l'extérieur. Cela a vraiment pulsé une animation compte rendu avec Itimanaki. Un nuage de voile ce matin aux abords du littoral pour la première course appelée Banane dans le lagon de Raiatea et Taha. Une course réservée aux voiliers de la catégorie Racing. Ici, mieux vaut avoir le vent en poupe pour essayer de récupérer du score pour la grande finale de samedi.
Ce matin, ça s'est bien passé. On a pris un départ bon, mais pas le meilleur possible. Mais on est quand même content. On s'est fait distancer sur la première banane un peu plus que ce qu'on souhaitait. Pour cet après-midi, écoute, on a pris vraiment un très bon départ. On était content. On était devant tous ces grands bateaux rapides avec des bien meilleurs ratings que nous. Donc on était très contents. La première course finie, ils se sont dirigés vers la passe de Teavapiti pour revenir à l'intérieur du lagon par la passe Iriru, finale en face de la baie de Haamene, avant de franchir la ligne d'arrivée, soit 23,5 milles nautiques, de quoi se surpasser dès le premier jour. Des bonnes conditions météo parfaites. Pour nous, ça a été quand même assez bien parce qu'on a été quasiment en tête la plupart du temps sur les deux manches. Bon, on a fait quelques petites erreurs qui nous ont coûté des secondes précieuses à l'arrivée. Enfin, d'habitude, les parcours, c'est Bora Bora et Wahine, mais là, c'est que dans le lagon de Raiatea Taha. Venté, sympathique, sportif, technique, tactique. Une première journée pour ces 200 adeptes de la course à la voile. Demain, le départ sera donné à 9h pour la suite de la Tahiti Pearl Regatta 2022. Nous y serons. À Wapou, la culture, c'est une affaire de transmission. Et cela marche. Le projet est porté par l'ensemble de la population. Aujourd'hui, plus de 300 personnes se sont rassemblées. Du lien entre les générations, dont le fil conducteur est la maîtrise de techniques ancestrales, cet héritage du sensible laissé par les anciens, du bonheur partagé, donc des sourires pour tous. Écoutez la volonté de Rataro, il est au micro de notre correspondant Lionel Taomoana. Je suis content aujourd'hui parce que ça y est, on active la transmission de l'héritage de nos Tupuna en faveur de nos jeunes. Là, actuellement, nous attaquons avec le groupe de Nukuhiva qui est venu partager avec nous les savoir-faire de la culture marquisienne. Le ukulélé, voilà, je suis content de ma journée. Ouais. Super. Le Haïva se prépare à Bora Bora avec intensité et gourmandise. Les groupes de danse répètent inlassablement depuis un mois et les forains, à force de clous et de marteaux, préparent également les lieux de fête et de partage, notamment de partage gastronomique. Le PP est là car la Covid a privé l'île sœur de cet événement culturel pendant 2 ans. Daniel Leforin, il nous dit tout au micro de Rosana Maillota. Content de pouvoir reprendre et redonner encore la vie sur notre territoire Tuwabao. Et surtout pour Bora et la Polynésie, qui est quand même une promotion au niveau de la Polynésie et au niveau de notre petite île Bora Bora. Et voilà, on est content. On sait que le Haïva ici à Bora, c'est vraiment la grande fête. Voilà, je pense que c'est unique ici en Polynésie. Et du sport, il faut y croire jusqu'au dernier souffle. Il faut toujours être féroce quand on est en train de mener la compétition. C'est un peu la leçon de cette première épreuve de la Tahitiwa EDT. Celui qui peut confirmer cette maxime en forme de morale sportive, c'est Tutuari Oata. Sur un parcours de 23 km entre le Taone et Faa, il s'est imposé dans les derniers hectomètres, ne jamais relâcher l'effort. Explication Sandro Lié, Mirko Vanfo. C'est lui qui donc gagne la première étape de la journée. Et non, Rivi ne passera pas premier à cause d'une bouée. Il se trompe de couloir et sera vite rattrapé par Tuterai Hoatua. Ça s'est bien passé. C'était juste vers la fin où c'était un peu confus pour moi. Et c'est pas grave. Au moins, j'ai gagné sur le plan d'eau, même si sur le papier, je suis deuxième. 42 pirogues individuelles, toutes catégories, ont pris le départ ce matin à 8h. Hommes, femmes, seniors, juniors et entreprises. C'est Reti Eb de Matayava qui fait un départ remarquable avec de l'avance, mais il est rattrapé à la sortie de la passe de propriété par Manutea Millon de Manhiva et Narayadje de Shelva. Juste après le sapin, avec des vagues de bateaux qui se sont perdus et c'était en plein sur ma trajectoire, du coup j'ai pas hésité à pousser pour prendre les vagues. Durant toute la course, un peloton de tête de 7 rameurs prend le large avec Steve Teshotaata, Josh Kronstedt, Tuterai Hoatua, mené par Rivi Thompson. Il arrive premier de cette course loin devant ses concurrents, mais à cause d'une erreur de bouée, il a fallu faire marche arrière, laissant ainsi la première place à Tuterai Hoatua. J'ai essayé de prendre un bon départ et rester dans le peloton, de bien gérer et voilà, travailler. Il y a eu un petit cafouillage à l'arrivée, alors premier ou deuxième? J'entends que je suis passé premier, mais alors on verra. Hein? Merci d'abord à Mère Nature. On a aujourd'hui du beau temps et au niveau de la mer, c'était très
très bien, sauf qu'il y avait un courant très très important dans la ligne de départ. Côté femmes, c'est Vaimiti Maoni du club de Ihilani qui arrive la première pour les 23 km de course en 2h25, suivi de Cathy Liwat. Et demain, place au V6. C'est quasiment la fin du journal. On va vous rappeler l'information principale de la journée. Un jour férié malheureusement endeuillé. La Polynésie connaît aujourd'hui la douleur des larmes. Tao Tira, un jeune de 19 ans, est décédé lors d'une partie de pêche sous-marine. Son corps a été retrouvé à 35 mètres de profondeur cette nuit. Amorea, c'est un Américain de 34 ans qui a perdu la vie. Il a chuté lors d'une randonnée sur le mont Rotui. On va s'intéresser maintenant à ce qui nous attend sur les écrans de la première. Juste après ce journal, vous allez voir, le programme est intéressant avec un programme qui nous parle du cœur. Les familles polynésiennes à l'honneur à nouveau sur les écrans de votre chaîne publique. Et puis après, une série, The Good Doctor, le bon docteur, pour passer une bonne soirée avec nous. Le journal est donc terminé. Demain soir, retour de notre collègue Marouki Douri. Que la nuit de ce pont soit douce à tous. Des images de Vaha pour donner du souffle, si possible, celui du bonheur. Bonne soirée sur la première et à très bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.